bañador, en las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas. Voy a la playa, había subido la marea. Había subido la marea y encontré una paella. Metí entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús. Salut à tous mes guerriers, j'espère que vous allez bien les mecs. Moi de mon côté, tout va pour le mieux. Donc je pense que tu as compris, suite à la vidéo nutrition débutant, j'avais envie de parler un peu plus en profondeur des glucides. Donc voilà, voir un peu le fonctionnement, le mécanisme des glucides, parler un peu de l'index glycémique et de la charge glycémique, voir un peu si c'est des notions intéressantes ou si c'est du bullshit. Et comme d'habitude, si tu t'attends à avoir une vidéo qui va durer 2 minutes pour au final pas apprendre grand chose, à part te dire que les aliments à indice glycémique haut, c'est mal, vous voyez. Parce que la drogue c'est mauvais, vous voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, vous voyez, parce que c'est mal. La drogue c'est mauvais, vous voyez. Dans ce cas-là, tu peux déjà fermer la vidéo. Donc voilà, on va un peu voir les mécanismes de tout ça et pouvoir séparer un peu le vrai du faux. Après, t'inquiète pas mec, je vais pas non plus te faire un cours de biochimie. Tout ce que je vais dire, ça va être simplifié et facilement abordable pour tout le monde. Bref, poto, perdons pas de temps alors et commençons. Donc l'ami, quand on parle de glucides, on parle principalement de sucre qu'on peut aussi également appeler les hydrates de carbone. Et comme on l'a vu dans la précédente vidéo, les glucides sont un macronutriment dit non essentiel. Non essentiel car comme on l'avait vu, le corps est capable de créer de l'énergie à partir des protéines et des lipides. Néanmoins, les glucides vont vraiment rester la source d'énergie prioritaire et surtout la source d'énergie la plus simple à utiliser pour le corps. Donc pour commencer dans le vif du sujet, les glucides, on va les diviser en 2 grandes catégories en fonction de leur taille moléculaire. D'un côté, on va avoir les glucides dits simples, c'est-à-dire des petites molécules telles que le fructose, le glucose, qu'on trouve principalement dans les fruits. Également le lactose qu'on retrouve dans le lait. On peut également retrouver du fructose dans le miel. Bref, tout ce qui se terminera par ose, pour faire simple, c'est ce qu'on appellera les glucides simples. De l'autre côté, on a les glucides dits complexes, c'est-à-dire des plus grosses molécules. On parle généralement de l'amidon qu'on retrouve dans tout ce qui est céréales, riz, pâtes, pain, etc., etc. Mais pour te faire comprendre plus concrètement la différence entre ces 2 glucides, on va prendre l'exemple du glucose. Donc le glucose, qu'est-ce que c'est? Le glucose est fabriqué principalement par les végétaux, car tout comme nous, les végétaux utilisent le glucose comme source d'énergie. Donc vulgairement, la plante, grâce à l'énergie du soleil, va créer du glucose qui sera directement disponible comme source d'énergie. Mais la plante va également stocker un surplus de glucose, et cette réserve végétale de glucose, c'est ce qu'on appelle justement l'amidon, le sucre complexe qu'on a vu précédemment. Donc cette réserve d'énergie qui est l'amidon va être constituée de plusieurs molécules de glucose, pour faire simple. Comme ça, lorsque le soleil se couche, il n'y a plus de soleil, donc plus de photosynthèse, donc la plante n'arrive pas à créer directement du glucose. Mais c'est pas grave, vu que la plante la journée elle a créé une réserve sur son amidon, la nuit la plante va simplement casser son amidon pour recréer du glucose disponible comme source d'énergie. Maintenant chez nous les êtres humains, là par contre je vais rien t'apprendre en te disant que nous les êtres humains, on ne fabrique pas le glucose avec l'énergie du soleil. Donc nous les êtres humains, on utilise simplement le glucose des aliments qu'on ingère. Donc nous allons nous alimenter d'aliments glucidiques. Au final, ces aliments vont se retrouver après digestion sous forme de glucose dans notre sang. Et là, notre corps va réguler lui-même la quantité de sucre dans le sang. La quantité de sucre dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie. Donc on ingère les glucides, on se retrouve avec du glucose dans le sang. Si le taux de glucose dans le sang s'élève trop, ce qu'on appelle l'hyperglycémie, à ce moment-là, il y a un organe qui va intervenir. Cet organe, c'est le pancréas. Donc pour faire revenir la glycémie dans la zone stable, le corps va faire appel à un organe qui va réguler la glycémie. Le pancréas va être capable de faire rediminuer le taux de glucose dans le sang en envoyant de l'insuline. Donc l'insuline, elle va arriver dans le sang et l'insuline va permettre premièrement l'utilisation des glucoses comme source d'énergie. C'est-à-dire que si tu es en train de bouger ou en train de réfléchir, l'insuline va déjà te permettre de pouvoir utiliser ce glucose comme source d'énergie.
Petite parenthèse d'ailleurs, vu qu'on est en train de parler de l'insuline, le problème des personnes diabétiques en soi, c'est pas réellement le sucre. Car certes, avoir trop de sucre dans le sang va créer des problèmes tels que des problèmes rénaux, des problèmes de nerfs, des problèmes aux yeux, etc. etc. Mais au final, tout ça, ça reste les symptômes. Le vrai problème chez les diabétiques, c'est l'incapacité du pancréas à pouvoir réguler la glycémie via l'insuline. On va faire très simple car c'est pas le sujet de la vidéo. Premièrement, on a le diabète de type 1. Lui, le diabète de type 1, c'est quand le pancréas ne sécrète plus du tout d'insuline. Donc du coup, ces personnes sont obligées de s'injecter de l'insuline venant de l'extérieur. Ensuite, on a le diabète de type 2. Ces personnes-là, leur pancréas sécrète encore de l'insuline, mais soit pas assez, soit en fait l'insuline ne fait pas le boulot. Donc voilà, parenthèse fermée, c'était simplement pour rappeler que le problème du diabète se situe au niveau du pancréas et de l'insuline et que le taux de sucre élevé dans le sang, au final, n'était qu'un symptôme. Donc reprenons. Donc l'insuline, elle arrive dans le sang. Elle permet premièrement l'utilisation du glucose comme source d'énergie. Mais deuxièmement, tout comme la plante, l'insuline va permettre le stockage du glucose. La plante, elle, crée une réserve de glucose sous forme d'amidon. Nous, les êtres humains, on va créer premièrement une première forme de stockage du glucose sous forme de glycogène hépatique. Donc ça veut dire une réserve de glucose dans le foie. Donc le glycogène hépatique dans le foie, il servira de réserve d'énergie à tout le corps en cas de besoin. Par exemple, lorsque tu dors, lorsque tu jeûnes, lorsque tu as un écart trop important entre deux repas, à ce moment-là, naturellement, le taux de sucre dans le sang va baisser. C'est ce qu'on appelle être en hypoglycémie. Et là, le pancréas, encore une fois, il va intervenir. Sauf que cette fois, il ne va pas sécréter de l'insuline, car l'insuline, elle servait à prendre le glucose, à l'envoyer aux cellules ou à le stocker. Cette fois-ci, le pancréas va sécréter du glucagon. C'est une hormone inverse de l'insuline. Le glucagon, lui, va vraiment permettre de faire revenir du glucose dans le sang à partir de nos réserves de glycogène hépatique. Ensuite, le stockage se fait également sous forme de glycogène musculaire. Là, par contre, le glycogène musculaire ne sera pas disponible pour tout le corps, mais principalement pour le muscle auquel il est rattaché. Et ensuite, le surplus de glucose peut également être stocké, cette fois-ci sous forme de graisse. Là, tout de suite, ça fait moins plaisir. Donc, tu vois, les glucides simples sont par nature moléculaire beaucoup plus proches du glucose qui circulera dans notre sang. C'est pourquoi longtemps on a fait un raccourci en disant que les glucides simples seraient des glucides rapides qui éleveraient rapidement la glycémie et seraient vite assimilés, contrairement aux glucides complexes qui eux seraient des glucides dits lents et donc qui feraient moins monter la glycémie, tout simplement qu'elle sera absorbée plus lentement. Mais bon, on a très vite compris que c'était des conneries. Dès le début des années 80, un docteur, David Jenkins, a voulu faire des tests concrets pour voir l'influence des aliments sur la glycémie. S'il a fait ça, en fait, c'était pour pouvoir aider les diabétiques à mieux choisir leur aliment. Et c'est lors de ces tests qu'il a très vite compris que le délire de sucre simple, rapide et de sucre complexe lent, c'était complètement du bullshit. Lors de ces tests, il a remarqué que le pain blanc avait le même impact sur la glycémie que du glucose pur. Ensuite, on a également vu que, par exemple, le fructose, qui lui était un sucre dit simple, donc on pensait rapide, lui par contre était assimilé lentement, car avant d'être assimilé dans le sang, il devait passer par le foie. Donc tu as compris, cette notion de sucre lent et de sucre rapide a très vite été mise à la poubelle. Et tout ça laissera place plus tard à ce qu'on appellera l'index glycémique, qui lui se voudra plus fiable. Donc mec, déjà à partir de là, si tu entends encore des youtubeurs, des nutritionnistes ou des médecins te parler de sucre lent ou de sucre rapide, fouille le plus vite possible, sérieusement. C'est des mecs qui sont restés bloqués 30 ans en arrière. Donc l'index glycémique, lui, a été créé pour classifier tous les aliments en fonction de leur impact sur la glycémie. Et tout ça a été fait en comparaison au glucose. C'est-à-dire que le glucose, qui est le sucre, on va dire, vulgairement pur, on lui a donné l'index glycémique de 100. Et à partir de là, on a fait des comparaisons des autres aliments pour voir quel était leur impact sur la glycémie. Bon, on va prendre un graphique pour te donner un exemple dans le temps. Donc dès que tu prends du glucose, du sucre pur, ton taux de glucose dans le sang va monter, hyperglycémie, et ça va s'accompagner d'un pic d'insuline. Un pic d'insuline brutal et important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus ça monte vite et haut, plus ça descend vite et bas. Et ça, concrètement, c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Cette situation, c'est un peu ce qu'on ressent quand on a un petit déjeuner qui est vraiment mal équilibré et qu'on a ce coup de fatigue, ce coup de pompe vers 10-11 heures. Alors que si on consommerait un aliment qui a un index glycémique plus bas, plus modéré, on va prendre l'exemple d'une banane, elle a un index glycémique plus ou moins de 50. Donc dans le cas de la banane qui a un index glycémique de 50, tu vois, le taux de glycémie ne monte pas fortement et subitement. Mais le taux de sucre va plutôt monter lentement, progressivement, ce qui fait que le corps aura également plus d'énergie sur le long terme, de manière plus stable. Et ça surtout sans créer d'hypoglycémie réactionnelle. Je vais te donner un exemple concret que j'ai vécu.
Quand j'étais à l'école, je me rappelle, je mangeais vraiment au petit déjeuner des céréales ultra sucrées, tu vois. Vraiment le céréal ultra sucré, le jus d'orange, bref, tu connais. Après 1h30, 2h, bah t'es là au dernier banc, t'es limite en hypoglycémie, y a pas moyen de te concentrer, tu vois. Car même si t'es pas encore en hypoglycémie, ton corps te fait comprendre que tu es en train de chuter vers une hypoglycémie. Du coup, vu que tu sens que tu es en train de chuter vers une hypoglycémie, inconsciemment, tu as envie de sucre, tu es prêt à te jeter sur du sucre. Donc c'est la pause entre tes deux cours, tu es quasiment en hypo, tu passes devant un distributeur, et là mec c'est clair, tu vas directement sauter sur du soda hyper sucré, ou sur une barre céréale, bref, toutes sortes de conneries. Et à partir de ce moment-là, ça devient vraiment le cercle vicieux. Donc tu vas remanger ta collation ultra sucrée, tu vas refaire un pic d'insuline et tu vas retomber en hypoglycémie réactionnelle. Ça agit un peu comme une drogue, tu vois, démonter des descentes, démonter des descentes. Alors que par la suite, je me rappelle que je me suis très tôt intéressé à la nutrition et je testais déjà à l'époque, j'avais testé à l'époque le petit déjeuner paléo. Donc je me rappelle, je déjeunais du sarrasin, des œufs, des oléagineux, un fruit, etc., etc. Et là directement, mec, j'avais plus aucun coup de pompe à 10-11 heures. Je pouvais même tenir jusqu'à 13 heures sans avoir le moindre sentiment de faim ou la moindre envie de sucre. Et tout ça pourquoi? Simplement parce que ma glycémie était stable. Et donc quand on dit que l'indice glycémique peut aider à faire maigrir, c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux. C'est juste quand tu manges des aliments à un index glycémique bas, t'as pas cette hypoglycémie réactionnelle qui t'incite à sauter sur des aliments sucrés. C'est juste ça, hein. Mais le plus important pour maigrir ou pour grossir, ça reste le total calorique. Petite parenthèse d'ailleurs, y a pas mal d'études qui tentent à montrer que le fait de faire des gros pics d'insuline, et en gros de faire du yo-yo avec une glycémie, tout ça sur du long terme, sur des dizaines d'années, et en fonction de notre prédisposition génétique bien sûr, mais tout ça sur le long terme peut amener à créer un diabète de type 2. Donc tu vois, d'un point de vue santé, on a déjà tout intérêt à garder une glycémie le plus stable possible. Donc tu vois, avec l'index glycémique, presque tous les aliments ont été classifiés selon leur impact. Les aliments ont été classés en 3 catégories, donc les index glycémiques élevés, modérés et bas. Et donc pour la santé, on préconisait bien entendu des index glycémiques le plus bas possible. Seulement, on se pose vite une question, est-ce que tous les index glycémiques qui sont bas sont forcément bons pour la santé? Et est-ce que tous les index glycémiques hauts sont à bannir, sont mauvais? Dès qu'on se pose cette question, ça nous oblige à mieux comprendre comment a été établi cet index glycémique. On va commencer en prenant l'exemple du fameux Nutella. Donc le Nutella, il a un index glycémique de, roulement de tambour, 30. Est-ce que ça en fait un aliment sain? Je pense pas. Et là on se demande pourquoi est-ce qu'un aliment connu pour être bourré de sucre a un index glycémique aussi bas. Et en fait mec, c'est très simple. L'index glycémique en réalité c'est quoi? C'est simplement le passage du sucre vers le sang. Et ça va dépendre beaucoup de la digestion, donc de la vitesse à laquelle les sucres vont quitter l'estomac. Plus un aliment va rester longtemps dans l'estomac, et plus il va libérer les sucres petit à petit, ce qui va donc donner un index glycémique bas. Et tu vois, il y a plusieurs facteurs qui déterminent ce temps des aliments passés dans l'estomac, qu'on appelle d'ailleurs la vidange gastrique. Les premiers facteurs, c'est déjà les lipides et les protéines, donc les deux autres macronutriments. Le fait d'avoir des protéines et des lipides dans l'estomac va augmenter le temps de digestion. Et pour reprendre le cas de notre fameux Nutella, certes il est bourré de sucre, mais il est également bourré de graisse, qui d'ailleurs sont de mauvaise qualité. Et c'est la présence de ces graisses qui va faire que la digestion va être retardée, et donc au final du Nutella aura un index glycémique plutôt bas. Il y a aussi d'autres facteurs qui vont influencer la vidange gastrique, la quantité de fibres, donc plus un aliment sera riche en fibres, plus longue sera la digestion. Donc là c'est intéressant de manger les légumes, légumineuses, etc. etc. Autre facteur important, la cuisson de l'aliment. Car plus un aliment va être cuit, plus son index glycémique sera élevé. Tout simplement car le fait de trop cuire en quelque sorte, on va le prédigérer, on va faciliter la digestion, donc ensuite son passage vers le sang sera plus rapide. Donc concrètement, c'est dire quoi? C'est-à-dire quand tu te fais des pâtes, préfère les pâtes al dente comme disent les Italiens, plutôt que des pâtes trop cuites. Tu vois, tout ça pour essayer de faire baisser un peu l'index glycémique. Pour finir, il y a aussi le facteur de la texture de l'aliment qui rentre en jeu. En effet, un aliment solide sera plus bénéfique pour ta glycémie, alors que d'un aliment liquide, lui, automatiquement, il passera plus rapidement dans le sang. Et sans même parler de solide ou liquide, prenons l'exemple d'une pomme de terre. Lorsque tu la fais en purée, tu casses la structure de la pomme de terre. Donc une purée aura un index glycémique plus élevé que la pomme de terre solide. Donc avec ce qu'on vient de voir, on peut déjà conclure que l'index glycémique c'est bien beau, mais à partir du moment où on mange des repas diversifiés, équilibrés, l'index glycémique perd un peu son sens. Par contre, c'est sûr, il est important de faire attention à l'index glycémique lorsqu'on le mange de manière isolée. Car là, oui, de manière isolée, l'aliment va influencer ta glycémie.
L'index glycémique peut aussi être intéressant à prendre en compte pour les personnes qui naturellement mangent pas beaucoup de légumes et de fibres, tu vois. Là, automatiquement, c'est intéressant de se diriger vers les aliments à index glycémique bas pour compenser un peu ce manque de fibres. Mais par contre, si tu manges équilibré, légumes, sources de graisse, protéines, fibres, etc., l'indice glycémique du repas dans sa globalité, au final, il sera très peu infecté par le glucide à lui seul. Et d'ailleurs, tu comprends aussi par la même occasion pourquoi le riz blanc, le pain blanc, les pâtes blanches ont un index glycémique plus élevé que le riz complet, le pain complet, les pâtes complètes. Tout simplement parce que les aliments complets ont par nature plus de nutriments, plus de fibres, donc digestion plus lente. Donc voilà, l'index glycémique à prendre avec des pincettes, hein. Le Nutella qui a un index glycémique de 30, ça en reste pas moins d'aliments à éviter. Et maintenant, posons-nous la question de l'autre sens. Est-ce qu'il est possible d'avoir un aliment à un index glycémique haut sans pour autant qu'il soit mauvais? La réponse, mec, est oui. Et pour ça, je vais te montrer l'exemple du navet. Le navet cuit a un index glycémique de 80. À côté de ça, on va prendre l'index glycémique d'un truc industriel tout pourri, genre du Special K. Voilà, le Special K a un index glycémique de 80 également. Donc là, tu es en train de te dire, genre du navet va impacter ma glycémie aussi négativement qu'un Special K. Au fond de toi, mec, tu connais très bien la réponse, tu sais que non. Et là, on se dit, comment est-ce qu'on est arrivé à ce qu'un navet ait le même index glycémique qu'un truc industriel du style Special K? Ben, pour comprendre ça, il faut essayer de comprendre comment les calculs de l'index glycémique ont été établis. En fait, les calculs de l'index glycémique ont été faits sur base de 50 grammes de glucides par aliment. Et c'est là qu'on comprend vite que pour certains aliments, c'est très loin d'être fiable. Car pour arriver à plus ou moins 50 grammes de Special K, c'est pas compliqué. 100 grammes de Special K contient 80 glucides. Donc pour arriver à 50 grammes de glucides de Special K, il nous fallait simplement 60 grammes, plus ou moins 60 grammes de Special K. Par contre, mec, pour avoir 50 grammes de glucides de navet, sachant que dans 100 grammes de navet, on n'a que 5 grammes de glucides, et encore quand je dis 5 grammes, je suis généreux. Donc pour arriver à 50 grammes de glucides de navet, il a fallu 500 grammes de navet. Mais entre nous, mec, jamais de la vie tu vas bouffer 500 grammes de navet. Par contre, les 60 grammes de Special K, ça tu te les manges easy, tu vois. Donc, vu que le navet contient très peu de glucides en soi, tu comprends, l'index glycémique est très peu fiable. C'est pour ça qu'on a très vite mis un peu l'index glycémique de côté pour parler d'une nouvelle notion qui est la charge glycémique. Donc cette notion de charge glycémique est plus réaliste, tout simplement qu'elle va tenir en compte justement le nombre de glucides dans l'aliment. Et avec cette nouvelle notion de charge glycémique, on va arriver à des nouvelles normes. Donc de mémoire, on avait les charges glycémiques élevées supérieures à 20, les charges glycémiques modérées de 10 à 19 et les charges glycémiques faibles inférieures à 10. Et maintenant, je vais te montrer comment on calcule la charge glycémique des aliments, toujours en reprenant l'exemple de notre fameux Special K et de notre navet. Donc la formule, c'est quoi? C'est de prendre l'index glycémique de l'aliment, qu'on va multiplier par le nombre de glucides dans la portion de l'aliment. Généralement, on prend une portion de 100 grammes pour que ce soit plus facile. Et ce chiffre, on le divise en 100. Donc pour le navet, ça nous fait quoi? Ça nous fait indice glycémique 80 fois 5, car le navet a plus ou moins 5 grammes de glucides sur 100 grammes. Le tout divisé en 100, ça nous fait une charge glycémique de 4. C'est extrêmement faible. De l'autre côté, faisons le test avec les Special K, qui eux ont aussi un indice glycémique de 80. Sauf que là, on va multiplier x 80, car dans 100 grammes de Special K, eux, ils ont 80 grammes de glucides. On va prendre ce chiffre, le diviser en 100, et on obtient 68. 68. Donc mec, c'est énorme. Tu comprends très vite que le navet et le Special K, qui avaient le même index glycémique, une fois qu'on a rapporté ça sur la même échelle et dans les mêmes proportions, tu te rends compte que le Special K, c'est vraiment une bombe pour ta glycémie. Là où le navet aura très peu d'impact au final. Donc encore une fois, indice glycémique à prendre avec des pincettes, charge glycémique tout de suite un peu plus intéressant. Voire même au final, le plus important, c'est la charge glycémique, non pas de l'aliment, mais la charge glycémique du repas dans sa globalité. Car comme on l'a vu précédemment, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu lors de la digestion et de la vidange gastrique. Donc mec, j'espère que je t'ai pas donné de crampes au cerveau, hein. J'ai vraiment essayé d'être le plus simple, le plus court, tout en étant le plus complet possible. Et donc, pour faire un grand résumé de ce qu'on a vu, sucre rapide, sucre lent, c'est du bullshit. L'indice glycémique seul ne veut absolument rien dire. Pour voir si un aliment isolé a un impact sur la glycémie, il faut voir la charge glycémique plutôt. Et encore, ce qui compte, ça va être la charge glycémique du repas dans sa globalité, car les fibres, les protéines, les lipides, le temps de cuisson, la texture, etc. vont influencer la vidange gastrique. Donc pour faire simple, poteau,
mange équilibré, mange des lipides avec tes repas. Et vraiment le seul moment où tu dois te préoccuper fortement de l'index et de la charge glycémique, c'est lorsque tu manges les glucides de manière isolée. Car oui, de manière isolée, ils peuvent avoir un impact sur ta glycémie. Donc l'exemple parfait, c'est quand tu te prends une collation. Quand tu te prends une collation, privilégie bien entendu les fruits par exemple, qui ont une charge glycémique plutôt basse. Si tu prends quelque chose de sucré, n'hésite pas à rajouter des fibres ou à rajouter une source de lipides comme les oléagineux. Par contre, évite clairement des collations du type galette de riz soufflé. Tu vois, parce que quand tu manges une galette de riz soufflé, déjà tu as bien compris, c'est du riz index glycémique haut, c'est soufflé, donc c'est déjà pré-cuit, bref. Et généralement, quand tu la prends en collation, tu l'accompagnes pas d'une salade pour avoir des fibres ou bien d'une boîte de sardines pour les lipides. Et donc, prendre en collation ta galette de riz soufflé ne va pas te faire prendre du poids, c'est pas là le sujet, mais par contre, ça va faire monter ta glycémie bêtement. Et comme on a vu, d'un point de vue santé, on essaie de garder notre glycémie le plus stable possible. Donc les potos, en espérant vraiment avoir réussi à simplifier tout ça, en espérant t'avoir appris quelque chose, en espérant avoir peut-être simplement éclairé ta vision sur le sujet. Donc si t'as kiffé poto, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite des vidéos. Pourquoi pas partager la vidéo à des potes à toi pour les éclairer sur le sujet. Et sur ce mes guerriers, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis force et honneur. Tchuss!